C'est OK? Tout ça. You got it. En tant que consultant, j'ai accompagné une trentaine d'organisations en 15 ans. Je les ai accompagnés durant des transformations dites DevOps ou encore Agile. J'accompagnais, je conseillais les CTO, j'accompagnais le management, les chefs de projet et ensuite en mettant en œuvre, avec soit les coachs agiles, les profils DevOps ou les développeurs. Et au bout d'un mois, en général, le sponsor, le commanditaire, vient me voir et me dit la chose suivante. Geoffrey, je sens que ce que tu mets en place nous est utile, cependant on aimerait se rassurer et avoir des indicateurs. Est-ce que tu pourrais nous donner ça? Ça nous permettra de décider. En tout cas, merci pour toute l'énergie investie. Au bout d'un mois environ, le commanditaire me demande des indicateurs clés pour lui. Des indicateurs clés sur la performance de ce qui est mis en œuvre. On appelle ça en anglais Key Performance Indicators ou encore KPI. Mais, petit problème. Très souvent, les KPI sont issus d'une approche top-down classique. C'est-à-dire que la direction définit une stratégie sur le quarter, sur une année. À partir de là, il fournit cette stratégie à la strate managériale. La strate managériale va ensuite définir un plan et un budget, définir les grandes lignes d'action et ensuite dire aux équipes ce qu'il faut faire et surtout les objectifs à atteindre. Et c'est ainsi que les équipes se retrouvent avec des KPI imposés sans même avoir été consultées. Ça vous parle? Et ça peut nous mettre dans des situations relativement compliquées. Trois cas. Première situation, une DSI de 350 personnes, 400 personnes. La stratégie proposée par la direction était orientée sur la qualité. Pourquoi pas? Très bien. Au niveau managérial, c'est devenu la qualité du code. Ça a été une déclinaison. Très bien. Et peut-être que vous l'avez vu dans le mille, côté équipe de dev, c'est devenu la fameuse couverture de code. Et c'est ainsi que, accrochez-vous, en 3 mois, plus de 80 personnes environ, 12 équipes back-end, se sont vues imposer une couverture de code de 80% en 3 mois. Au secours, mon manager me demande les KPI. Deuxième situation, on va prendre une entreprise très petite, 50 personnes, équipe Scrum, plus un DevOps et un Ops, c'est 7 personnes. Cette petite boîte est en général une filiale et dépend d'une maison mère. Et la maison mère demande toujours plus de rendement à cette filiale. Et un jour, le directeur de la filiale est venu voir l'équipe Scrum et a dit la chose suivante, et j'étais là. J'ai une idée. Pour être plus performant, à partir de maintenant, votre vélocité ne sera plus de 180 points, mais de 200. 4 génies. Merci. Au secours, leur manager leur demande les KPI. Troisième et dernière situation, je n'ai entendu qu'une seule fois, peut-être 2. Ça, par contre, là, c'est salé. J'étais en train de finir une conférence au DevOps, peu importe, et à la suite de ça, une personne est venue me voir et m'a confié la chose suivante. Le sujet, c'était sur les Dora Metrics, on en parlera un peu plus tard. Et la personne me dit qu'elle était leader technique, et en tant que leader technique, cette personne et ses équipes ne pouvaient pas livrer plus de 4 à 5 fois dans l'année. C'était impossible. Les processus, la communication, les problèmes sous-jacents posaient toujours la même problématique. On ne pouvait pas livrer plus de 4 fois dans l'année. Eh bien, son manager est venu le voir, lui a dit la chose suivante. J'ai découvert Accelerate Lidora Metrics. C'est génial, on va devenir plus performant.
Il suffit que ta fréquence de déploiement ne soit plus de 4, mais de 10 à la fin de l'année. Au secours, son manager lui demande des KPI. Au secours, son manager vient de lui demander l'impossible. Au cours de cette conférence, je vais vous partager 10 ans d'expérience autour du sujet. Je vais raconter ça, j'ai encapsulé tout ça dans l'histoire, et on va y découvrir des personnages qui font penser à des personnes que j'ai rencontrées durant ces 10 ans d'expérience. Face à quel type de situation, autour des KPI, on peut se retrouver? En fonction de la situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut réagir? Et enfin, quand ça semble impossible, est-ce qu'on est obligé de subir? Ou est-ce qu'on peut réagir? On est lundi. Il est 9 h. Kevin boit son café, Kevin consulte ses mails. Kevin est confiant. Lui et son équipe, ils ont une mise en prod vendredi prochain, une mise en prod stratégique pour leurs clients, mais tout est ouvert, tout va bien se passer. Ils sont tellement confiants, et oui, qu'ils peuvent se permettre de livrer à vendredi. Et il y a un post-it sur la table, il y a écrit la chose suivante: voir le boss à 9 h 30. Kevin, dans le monde de la science-fiction et des étoiles, pourrait ressembler à ce personnage. C'est un très bon développeur, il a de très bonnes compétences, ce n'est pas à remettre en cause. Et en plus, il a un peu ce côté leader, il accompagne 4 personnes, il connaît bien le métier, globalement, l'architecture fonctionnelle, il se débrouille pas mal, mais surtout, il a un mandat. Il a un mandat avec qui? Avec son manager, ils ont une relation de confiance. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence avec les autres leaders dev. Lui et son organisation, DarkSide Enterprise, ont des projets. Alors Kevin, il appartient au sens Team Topologies, à ce qu'on appelle une Streamline Team, c'est-à-dire une équipe qui va produire de la valeur. De la produire de la valeur, pourquoi? L'étoile qui tue, le produit phare de cette entreprise. Mais pour tyranniser l'univers, il faut toute une armée, donc ils ont également des plateformes team qui fournissent data, infra, outils DevOps, également la Complicated Subsystem Team, en gros c'est une équipe très spécialisée qui va vous fournir par exemple de la data ou des trucs autour de l'IA pour booster vos droïdes. Mais l'équipe qui va nous intéresser aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est la Enabling Team. La Enabling Team, qui font ni data ni infra, ils vont travailler plutôt sur les méthodos, les frameworks. Je vois ça comme des catalyseurs et on peut y retrouver notamment le coach agile. Le produit de cette organisation. Là, ils en sont à la version 3 de l'étoile qui tue. Les 2 premières versions ne se sont pas très bien passées. L'ancien directeur de projet, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Il a été remplacé par le nouveau directeur de projet. D'ailleurs, c'est le responsable de Kevin. Il est 9 h 30. Ça tombe bien, il est temps d'aller le voir. Kevin entre dans le bureau de son responsable. Il sent que son responsable a quelque chose à lui dire. Kevin s'assoit. Son manager prend la parole. Parmi vous, qui connaît la technique du sandwich? 2 personnes. Alors, c'est une vieille technique en management, et je vais vous expliquer ce que c'est. Un sandwich, c'est quoi? On est d'accord, c'est une tranche de pain, une garniture et une autre tranche de pain. Dans certaines stations de métro ou de train, la garniture n'étant pas terrible, on la masque derrière 2 belles tranches de pain. Et en management, quand vous avez un truc un peu délicat à dire à une personne, eh bien, vous commencez par une chose positive, première couche de pain, vous glissez au milieu la chose un peu délicate, garniture, et vous finissez avec une belle tranche de pain, et ça donne la chose suivante. Kevin, tu es un excellent leader technique, et DarkSide Enterprise te remercie. Cependant, on aimerait que tu mesures la performance collective de ton équipe. On aimerait avoir des indicateurs qui nous rassurent sur la performance de ton équipe et de vos méthodes. À votre plan. On a orienté notre stratégie sur la qualité. On aimerait également que dans un mois, ta couverture de code soit de 80%. Mais d'accord, Kevin ne passe pas une bonne journée. Dernier point. J'ai vu les Dora Metrics. Ça a l'air génial, on va devenir plus performant. À partir de maintenant, j'aimerais bien que tu mesures ce qu'on appelle les indicateurs de vitesse. En tout cas, merci pour toute l'énergie investie. Bonne journée, Billy. En sortant du bureau de son manager, un peu déprimé, Kevin se retrouve exposé à 3 types de besoins. Premier besoin, un lot de KPI pour mesurer la performance collective d'une équipe. Là, en l'occurrence, de 100 équipes. Comment démarrer? Par quoi démarrer? C'est un peu compliqué, il n'y a que l'embarras du choix et ça peut être difficile. Deuxième situation, la plus classique, un KPI globalement connu,
Encore faut-il détailler ce que c'est qu'une couverture de code pertinente dans une équipe, et surtout un seuil à atteindre. Troisième et dernière situation, les Dora Metrics qui deviennent très populaires, je suis désolé, j'ai joué un rôle là-dedans, et surtout pas d'objectif fixé. Là on peut trouver des définitions claires sur les Dora Metrics, mais on n'a pas de seuil, il faut se mesurer. Ça, Kevin, ça le ramène à quelque chose de son enfance. Ça le ramène aussi à quelque chose de mon enfance que j'ai déjà vécu, et que vous aussi, mesdames et messieurs, vous avez certainement vécu. Lorsque j'étais petit, mon père, il avait une obsession. Il faut que tu aies 14 sur 20 en maths. Ça ne faisait pas sens pour moi, je ne comprenais pas. Je trichais, j'arrivais à avoir 8 sur 20, mais pas mieux. En grandissant, j'ai compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire la chose suivante. À mes yeux, Geoffrey, je te verrai comme performant si tu atteins le seuil de 14 sur 20 en maths sur ton année scolaire. C'était son KPI. Mais pas l'un. J'ai des enfants et on organise des goûters d'anniversaire. Et très souvent, il y a toujours une figure parentale qui va dire aux enfants, les enfants, vous ne mangez pas plus de 3 bonbons. Ce qui ne fait absolument pas sens pour les enfants, on est d'accord. Et moi, je le traduis de la manière suivante. À mes yeux, vous serez comme performant, vous serez vu comme performant si vous respectez les règles de bienséance et sociale en ne mangeant pas plus de 3. Et pour les fans d'analyse transactionnelle et du driver, dépêche-toi, chose que je fais encore avec mes enfants, malheureusement, j'en prends conscience, dans 10 minutes, il faut que tu sois prête. Alias, je te verrai comme performante si tu es prête, habillée, avec le sac prêt à partir et à aller à la voiture et à l'école. Et avant, j'ai remarqué que les enfants, avant qu'ils s'habituent à ces injonctions, parce que c'est des injonctions, ils cherchent du sens, les pères. Pourquoi tu dis ça, papa? On n'a souvent pas de réponse. Et dans le milieu professionnel, j'ai remarqué que, on en revient à ça aussi. En un trimestre, il te faut 80% de couverture de code. En prochain sprint, une vélocité de 200 points. Et encore, une fréquence de déploiement sera de 10. Très souvent, ça manque de sens et le KPI annoncé va créer plutôt une démotivation qu'une dynamique. Double peine pour Kevin, ou même pour vous, si vous vous retrouvez à travers le personnage de Kevin. Ok, mais comment je fais? Cette situation va être compliquée pour Kevin. Lundi, mardi, il se pose beaucoup de questions. Il ne sait pas comment démarrer, comment mesurer la performance de son équipe. Il est pris au dépourvu. Mercredi, il commence à stresser. Atteindre 80% de couverture de code le met en stress. Il y a un côté pervers qui commence à s'installer. Le jeudi, il y a 2 petites tâches à terminer pour sa mise en prod du vendredi. Il skip les tests, il fait le package et surtout il se reconcentre sur le sujet des KPI. Et là arrive quoi? Un sentiment d'illégitimité. Pourquoi mon manager doit me mesurer? Pourtant on est performant. Il se remet en cause. Le vendredi, il arrive fatigué, stressé. Vendredi après-midi, commence la mise en prod. Problème, ça se passe mal. Il aurait peut-être pas dû terminer les 2 petites tâches trop vite. Son client exprime déjà son mécontentement. Kevin et son équipe mettent 33 heures à réparer, à trouver une solution temporaire pour le week-end. Le week-end des larmes. On est lundi, il est 9h. Kevin boit son café, Kevin consulte ses mails. Kevin a la boule au ventre. Il sait que les nouvelles ne seront pas bonnes. D'ailleurs, en ouvrant sa messagerie, il y a déjà plus d'une vingtaine de notifications techniques indiquant que la solution temporaire n'a pas bien résisté. Parmi ces 20 mails, un mail envoyé à 2h du matin par un de ses directeurs, un de ses clients, un directeur qui réexprime fortement son mécontentement. Il y a un post-it sur la table, il y a écrit la chose suivante: pensez au KPI du boss. Je pense qu'on a tous et toutes été au moins une fois dans cette situation. Vous savez, quand tout se cumule, tout se passe mal, et qu'au travail, en plus, on a fait potentiellement une erreur, on se sent responsable. C'est dans le moment où on peut avoir tendance à s'enfermer sur nous-mêmes. Dans le cas de Kevin, il y a quelque chose qui va le ramener à la réalité. Un son, une petite voix qui lui fait « Hello ». Il tourne la tête et il tombe sur Eline. Eline est le 2e personnage principal de cette histoire. C'est une coach agile expérimentée. Elle est conférencière et elle va en conférence. Elle a une culture incroyable. Elle appartient, pour rappel, à l'équipe Enabling Team. Donc, ces personnes qui font pas forcément de data et d'infra, mais plutôt travailler sur les méthodos, les frameworks, etc.
Elle a un super pouvoir. On comprend pas toujours, mais elle utilise des post-it, elle écrit des trucs, elle les met à droite, à gauche, elle continue, elle nous pose des questions. On comprend pas, mais en fait, ça nous aide. Elle appelle ça l'empire. Et enfin, comme on ne discute pas trop dans l'équipe, elle nous a amené également ce qu'on appelle la culture du feedback. D'ailleurs, Kevin utilise ce qu'il a appris avec elle et lui partage sa peine sur le sujet des KPI. Eline l'entend, et comme c'est son rôle, dès le lundi après-midi, elle va l'accompagner et lui enseigner 3 leçons. Première leçon, rends clair ce qui est. Ici, ils vont travailler sur le sujet des Dora Metrics. On va commencer par celui-là. Des personnes en ont déjà entendu parler, non, plus que ça. Est-ce que des gens connaissent au moins les 4 KPI classiques de l'accélérateur, des Dora Metrics? 3 personnes. En fait, si on cherche un peu sur Internet, pour ce moment, il y a une énorme obsession qui est autour d'un sujet. Il y a beaucoup d'énergie, c'est la productivité de l'équipe de développement. C'est une obsession. Et en fait, il y a une étude qui a mis en évidence 4 KPI clés pour permettre de booster cette productivité. Et beaucoup d'efforts sont faits autour de ça. Alors là, j'ai une petite parenthèse, un petit message à faire passer. Les KPI, ce sont juste des compteurs. Ça ne met pas en action. Un compteur sans moteur, ça ne vaut rien. Moi, je pense qu'au lieu d'accentuer sur la performance, de mesurer et de challenger l'équipe de développement au quotidien, qui n'en demande pas tant, est-ce qu'on n'aurait pas mesuré et challengé nos processus d'entreprise, qui sont souvent des freins à l'équipe de développement? Parce que quasiment jamais remis en cause. Est-ce qu'on n'aurait pas mesuré et challengé également la qualité d'interaction et de communication dans notre entreprise, qui est également un frein à l'équipe de développement? Référence à Team Topology pour ceux qui connaissent. Et enfin, est-ce qu'on n'aurait pas également challengé et donné la possibilité de mettre en évidence les vrais problèmes du terrain? Si je parle de couplage d'architecture ou d'autres sujets, des sujets vraiment très lourds, qui sont souvent des problématiques à l'équipe et des peuples. Et comme dit Eline, on n'a pas le choix, il faut faire avec, donc entrons dans le sujet quand même. Je vais vous présenter les KPI de 2018. En 2025, il y a eu des évolutions, il y en a 6, mais je vais rester sur les 4 plus classiques. Aujourd'hui, les 2 métriques de débit ou de vitesse. Alors, la vitesse, j'aime pas trop, je préfère parler de débit. La vitesse, ça sous-entend qu'il faut toujours aller plus vite, potentiellement. Le débit, ça fait comprendre que par moment, il faut produire moins pour faire un peu plus de qualité et de stabilité. Ce qui fait ça. Le premier indicateur, c'est le délai de livraison des modifications. Ça signifie quoi? Souvent abrégé sous forme de LTC, Little Torquing. Il y a un nouveau besoin qui arrive côté équipe de développement. L'équipe de développement commence à coder, et pour historiser le code, ils font ce qu'on appelle un commit. D'accord? Un commit, sachez juste que c'est une trace de votre code à un instant T. D'accord? À partir de là démarre le chrono de ce compteur. Tic-tac, 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 et ce chrono s'arrête lorsque ce qui a été livré, ce qui a été fait, est arrivé en production. D'accord? C'est l'évitable de charge. Sauf qu'entre-temps, on se doute bien, il peut y avoir des petits soucis. Donc l'idée, c'est de trouver un moyen d'automatiser, d'aller un peu. Le deuxième indicateur de débit, plus classique, la fréquence de déploiement. Si DarkSide Enterprise prend une année comme un référentiel, les 6 livres une année, une étoile qui tue sur une année, leur fréquence de déploiement est de 1. 6 en livre 2, leur fréquence de déploiement est de 2. Également. Et 6 en 3, leur fréquence de déploiement est de 3. Très simple. Le paradigme, c'est que la vitesse ne peut pas aller sans la stabilité. C'est fortement corrélé. C'est-à-dire que on est d'accord qu'on ne peut pas se dire que je vais rouler à 130 km/h sur une autoroute si je ne m'assure pas que mes pneus sont bons ou que j'ai bien fait la vidange de mon moteur. Le premier indicateur, c'est le délai de remise en service suite à un déploiement en échec. On peut l'appeler FTTR, FTTR, TTR, avis au curiste, peu importe, l'idée est la suivante. Suite à une mise en prod, il y a eu un sabotage d'une équipe rebelle et votre produit a un peu explosé. La question, c'est en combien de temps on détecte les rebelles, la panne, en combien de temps on mobilise les équipes et en combien de temps on répare. C'est un temps pour réparer. Suite à une mise en prod, tout. Et le quatrième, le fameux taux de déploiement de production en échec ou CFR, Change Failure Rate. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on livre 4 fois dans l'année notre étoile qui tue. 3 fois si c'est bien passé, la 4e fois si c'est mal passé. Donc en fait on est sur un ratio de 1 sur 4.
Donc en gros, votre CFR elle est de 25%. Ok. Le but, c'est de faire baisser ce taux. Tout simplement. Dans toutes ces définitions, Kevin, il y a un mot qui a résonné chez lui. Un seul mot. Je vous rappelle, hein, Evin n'est pas technique, mais Kevin, oui. Et le mot qui a résonné chez Kevin, c'est le mot commit. Il dit à Evin, donc en gros, lorsqu'on fait ce fameux commit, qu'on historise pour la première fois le code, il faut juste savoir, si vous ne connaissez pas, qu'un commit, c'est un identifiant unique. Donc en fait, ce que dit Kevin, c'est qu'il a des solutions techniques, en voici une parmi une dizaine, pour récupérer une unité de temps à partir du fameux commit. Donc il s'est déjà mesuré le début de son lead time for change. Et une des techniques qu'il peut faire, c'est de mettre par exemple un système de labels ou de tags pour identifier à quel moment ce commit il arrive. Et là, de la même manière, il a une solution technique, il y en a des dizaines, pour récupérer une unité de temps. Il s'est déjà mesuré de manière manuelle, sans lead time for change. Pour les personnes qui font du dev, qui connaissent un peu, il y a tout un système de squash qui va un peu altérer ça, mais j'en parle pas aujourd'hui. C'est du développement. Et même, il peut mesurer sa fréquence de déploiement. Parce que si dans une année, il voit une fois le tiret prod, ben, sa fréquence de déploiement est de 1. S'il la voit 2 fois, etc., s'il le voit 3 fois, il mesure déjà sa fréquence de déploiement. Et une solution technique simple rend clair ce qui est. Hop. Deuxième leçon. Révèle ce qui est invisible. Ah, t'as pas marché. Non. Mon Jedi raté. Voilà, ici, on traitait le deuxième sujet, le sujet épineux de la mesure de la performance collective de l'île. Par redémarrer, comment faire? Kevin se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que la performance pour mon manager? Et là, Kevin dit, rappelle-toi la première leçon, on claire ce qui est obscur. Qu'est-ce que la performance aux yeux du manager? Voici une définition. Une entreprise, pour se différencier, doit faire du profit, de la productivité et réduire ses time to market. Dans un marché très concurrentiel, c'est indispensable. Un paradigme de Satya Nadella, DG de Microsoft, en 2017, il disait « Toute organisation aujourd'hui est une organisation du numérique ». Donc en fait, votre business est fortement impacté par le logiciel que vous vendez, que vous produisez ou que vous utilisez. Tout est numérique. Et pour être bon sur du logiciel, c'est-à-dire pour pouvoir réparer rapidement, pour amener de nouvelles features, en fait, il faut être performant sur quoi? Sur cette capacité à livrer en continu, à fournir ça de manière en continu. Donc en gros, dans management, très probablement, lui, le but c'est de faire tourner son système, si on est au niveau de l'IT, de faire tourner les équipes pour qu'elles produisent vite, pour impacter ensuite le business. Maintenant, la question, c'est comment on rattache ces pratiques d'équipe à tout ça. Ce que je vous invite, mesdames et messieurs, comme ils vont faire un workshop, c'est de participer à ce workshop également. Il y a 3 séries de questions. La première question, c'est que je vais vous proposer 5 concepts, et parmi ces concepts, vous devrez en choisir 3. Ok? Prenez celui que vous voudrez. Donc, vous pouvez prendre des tests automatisés, je pense que c'est clair pour tout le monde. Vous pouvez prendre le découpage en petits lots, donc imaginez des user stories, alors c'est des unités de travail plus petites, imaginez, on prend le cas classique, la user story trop large, pas assez clair, qu'il faut redécouper, reaffiner, par exemple, si on parle d'invest. Donc ça en fait partie. Ensuite, peut-être, c'est tout ce qui est lié au feedback et au retour client. Donc, en fait, comment je sais que ce que je produis a de la valeur pour mon client? Est-ce que je réponds bien aux problèmes de mon client? Peut-être que vous préférez choisir tout ce qui est lié au management visuel, tous ces outils qui vous permettent de gérer votre flux de travail. Je parle de Kanban, et si on parle d'outils, on peut parler de Trello, Jira, etc. Ok? Et dernier, si vous avez un plus technique, tout ce qui est lié au monitoring et à l'alerting, prenez 5 secondes pour choisir un concept parmi les 5. C'est ok? Kevin va choisir les tests automatisés. Deuxième question. À quoi tu vois, je dis bien à quoi tu vois que ta pratique, elle vit dans ton équipe? Quelles sont les actions observables que tout le monde peut voir, même ton manager, qui fait vivre cette pratique? Alors Kevin n'est pas trop habitué à faire ça. Hein. Alors il réfléchit un peu. Alors, je sais qu'il y a une génération de rapports de tests. Ça, c'est observable. Ok? Quoi d'autre? Hop. Il y a également, on met en place une revue hebdomadaire des tests. C'est fait sous forme de réunion et de temps en temps, il y participe. Très bien. Quoi d'autre? Intégration des tests dans les pipelines. Je passe les mots DevOps. Hein. Mise en place de quality gates. Ce sont des garde-fous pour s'assurer que certains critères soient bien respectés pour la qualité.
automatisation, et également, pourquoi pas, le nombre de QA, formation et recrutement de QA. Voici quelques exemples non exhaustifs. D'accord ? Pour ce que vous avez choisi tout à l'heure, faites le même exercice. Essayez de trouver une ou deux actions totalement observables par n'importe qui liées à votre pratique. Prenez quelques secondes. C'est bon. Troisième et dernière question. Là, elle est un peu plus compliquée pour Kevin. C'est quel chiffre, quelle métrique, quelle mesure tu peux associer à ces actions. Alors, il réfléchit, il dit, bah, écoute, comment on génère des tests, le nombre de rapports de tests. Ok, quoi d'autre? Le temps investi sur les tests. Effectivement, on a un temps investi, on impute aussi les gens de la visibilité sur ça. Ok, quoi d'autre? La durée des tests, etc., etc., le volume de bugs, le nombre de tests automatisés et le nombre de QA. Si vous faites le même exercice, je pense que vous allez froncer les sourcils, et Kevin l'a fait. Unitairement, ces valeurs ne sont pas très pertinentes. Si je prends le volume de bugs, là demain, on peut avoir un bug, on va avoir 100 bugs sur 100 machines, mais en fait c'est un petit truc anodin, c'est une petite erreur de configuration qui a peu d'impact. Et le surlendemain, on va avoir un seul bug, sur un serveur qui va planter toute notre prod. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment pertinent? Et ça, Eline, elle savait, elle m'a dit. Et ce qu'elle lui dit, ce qu'il faut que tu observes, c'est surtout que tes mesures, elles sont toutes interdépendantes, interconnectées. S'il y a de la vie, si tu as du chiffre, il faut que tu comprennes, par exemple, le nombre de QA dans ton équipe. Et en fonction du nombre, ça va impacter sur le temps investi sur tes tests. Ça va impacter également le nombre de tests automatisés. Sur ton volume de bugs, tu vas avoir une tendance qui se dégage. Également sur ta durée des tests. Et également sur le nombre de rapports de tests. Cette tendance va prouver quoi, ton manager? Qu'en fait, ta pratique, elle crée une dynamique. Et c'est observable. En plus. Et si elle crée une dynamique, elle est très probablement, c'est qu'elle est utile. Je vous laisse réfléchir aux pratiques qui ne sont pas utiles. Je ne vous parlerai pas des réunions. Faites le même exercice avec les réunions. Essayez d'observer les impacts entre ça. Essayez de faire des mesures. Essayez de voir si vraiment ça crée de la dynamique ou pas. Très intéressant. Et ce qu'affirme Eline, et ça c'est un paradigme de sa part, c'est que s'il y a ça, alors elle a un impact sur la performance de ton livrable. Et ça, il est un peu démuni, il ne comprend pas pourquoi du coup. En fait, je ne vous ai pas fait choisir les concepts paramètres. Je vous ai fait choisir 5 concepts qui s'inscrivent dans une démarche de performance. Il y en a 29 au total. Vous pouvez retrouver. C'est ça qui derrière va être l'outil principal pour Kevin, pour appuyer et prendre confiance sur ces méthodes. C'est basé sur une étude qui aujourd'hui, aucun expert du Lean, de l'agilité, du DevOps n'a pu démontrer que cette étude n'était pas pertinente. Et ça fait 10 ans que. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'Eline, elle a pris toutes les pratiques de l'équipe, elle les a passées au tamis de la performance, avec ce catalogue. On a démontré avec des pratiques observables et avec des métriques d'équipe qu'en fait ces pratiques étaient utiles et dynamiques. Mais il reste quand même ça. Et là, en fait, vous pouvez pas l'inventer, toujours la même étude. Cette étude a montré, en récoltant des données en masse depuis plus de 10 ans, que si ces pratiques s'inscrivent dans la démarche de performance que je vous ai montré précédemment, elle a forcément un impact sur la performance en livraison. Et donc, sur la vision de la performance selon le manager. Et en plus, à quoi il peut le voir, le manager, c'est qu'il y a un impact sur les fameuses Dora Metrics. Ça attend bien, le manager en mesure déjà mieux. Enfin, Kevin en mesure déjà mieux. Donc Kevin, en fait, il se retrouve avec une argumentation, des choses observables, des métriques d'équipe. Les métriques d'équipe, c'est précieux. Elles sont pas imposées, c'est l'équipe qui les choisit. Ça, c'est super précieux. Et il faut pas oublier un truc. Retenez cela. La mesure et les actions observables font tomber les postures. La mesure fait tomber la posture. Et je remercie Michel Loiseler pour cette phrase que je trouve magique. Donc Kevin, avec tout ça, il a une argumentation. Il va pouvoir dire à son manager qu'ils vont pouvoir bientôt tyranniser l'univers et devenir riche très rapide. Révèle ce qui est la vie. Troisième et dernière leçon. Tes alliés sont la force et non l'inverse. Ici, il arrive sur le cas non réaliste de 80% de couverture de code. Il sait que c'est impossible. Péniblement, en un mois, et sans tricher dans les règles sonars et sans tricher sur les règles unitaires, le test unitaire, il arrive à 58%. Comment faire pour atteindre 80%? Il ne sait pas.
Et là, Ellie lui dit, écoute, là je n'ai que ton avis, mais qu'en pense ton équipe? Parce que moi je suis sûr que la solution, la réponse est dans ton équipe. Maintenant la question c'est comment je récupère leur opinion, et surtout comment je récupère leur opinion sans influencer, sans les influencer. Petit message à toutes les personnes parmi vous qui a cette stature, cette posture de leader. D'accord? Leader, c'est pas qu'un rôle, c'est aussi un ensemble de comportements. Tout le monde peut être leader. D'accord? Les personnes qui sont leaders, on va rester quand même sur le cas du leader technique ou dev. Ces personnes ont souvent une influence sur la vie des gens. Dans une organisation que je ne peux pas citer, en accompagnant un jour une équipe de 12 personnes en faisant des workshops, mon but c'était de faire parler. Le leader technique, très souvent, prenait la parole en premier, ce qui est normal, il est confiant et puis il a beaucoup d'informations. Et le problème, c'est que plus de 60% de l'équipe ensuite s'alignait sur son avis. Certaines personnes étaient d'accord avec le leader technique, mais d'autres étaient juniors, d'autres se sentaient pas à l'aise, c'était une question de légitimité, peur de dire une bêtise, etc. Et c'est quand même dommage parce que j'ai perdu plus de 60% d'une vision unique de personnes qui pourraient enrichir et ouvrir à d'autres choses, à d'autres opportunités. Alors comment faire? Ellie propose un truc rapide, simple, efficace et plutôt pertinent. Un bon formulaire. Encore faut-il bien le construire. Et je vous propose les règles de la psychométrie selon Albert Houkevert, docteur en neurosciences. Il y a un podcast sur ça. Si vous tapez psychométrie sur internet, attention aux yeux, vous allez tomber sur tout et de n'importe quoi. Faites très attention, il faut vraiment filtrer. Les 3 règles de la psychométrie sont les suivantes. Première règle, le test mesure bien ce que je veux tester. On va voir juste après comment on ne peut ne pas respecter cette règle. Deuxième règle, mon outil mesure de manière fiable. Pas ou très peu d'interprétation. Il y a toujours de la multi-interprétation, mais il faut la réduire au maximum. Et enfin, un cadre théorique minimum existant, on va voir comment. Mais surtout, un bon formulaire, il est efficace si vous garantissez l'anonymat. Si vous voulez des opinions de qualité, si vous voulez vraiment l'avis des personnes, il faut garantir l'anonymat. Et ensuite, fournir à la fin un champ libre d'expression, parce que ça c'est le minimum. En général, le formulaire c'est un parcours, et là où je récolte de la donnée de qualité, c'est surtout sociaux. Pas tout le temps, les sous. Ça dépend si les gens ont le temps d'écrire, etc. Or Kevin, il est maladroit, mais il est là pour apprendre dans l'IDC. Est-ce que la couverture de code est un bon indicateur pour notre équipe, oui ou non? 2 erreurs majeures lui indiquent Ellie. La première, c'est oui ou non. C'est trop fermé. Il faudrait beaucoup plus de granularité. Dans une entreprise que je ne peux surtout pas citer, un jour, j'ai vu le formulaire de satisfaction des internes. J'ai pu avoir accès. 2 questions. Première question, est-ce que vous êtes satisfait de votre organisation, oui ou non? Deuxième question, est-ce que vous recommanderiez votre organisation à des collègues ou des amis, oui ou non? Quand vous savez que votre adresse mail est enregistrée, que personne ne vous a garanti votre anonymat, que vous savez que le formulaire va être traité, les données vont être traitées par la directrice du service RH, qui est amie avec le directeur du système d'information, qui est le responsable de vos managers, en général, on va avoir de problèmes pour être tranquille, pour sa carrière, pour son salaire, etc. En général, on a plutôt tendance à répondre quoi? Exactement. Votre test ne mesure pas ce que vous vouliez tester. Première règle de la psychométrie qui n'est pas respectée. Et le deuxième point, c'est un bon indicateur. Multi-interprétation. Si je demande à chacun et chacune ce que c'est qu'un bon indicateur, je suis sûr que je peux avoir, 6, 7, 10 réponses différentes. Multi-interprétation, alors il faut un peu plus renforcer ça. Deuxième essai, la couverture de code est un bon indicateur de la performance. On commence à rentrer un peu dans le détail. Et encore faut-il préciser ce que c'est peut-être que la performance dans une équipe. Et surtout, on met de la granularité. Moi, j'aime beaucoup utiliser les échelles de Likert, Likert. Alors, à l'état de l'art, l'échelle de Likert, c'est, là j'ai mis 6 réponses. En général, c'est un chiffre impair, 5, 7, 9. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'au milieu, il y a marqué « je suis ni d'accord ni en désaccord ». Et moi, j'ai besoin que les gens se positionnent. Donc en général, je mets du 6 et du 8, ça permet quand même d'avoir un peu de nuance et d'un positionnement. Ici, il y a encore 2 petites erreurs mineures. La première erreur, c'est le mot « bon » et « ouais ». En fait, il n'est pas neutre. Si je vous dis « est-ce que ce talk était bien ?» le mot « bien » peut biaiser et influencer vos réponses. Ça a été prouvé dans des études psychologiques. La vraie question, ce serait plutôt « qu'avez-vous pensé de ce talk ?» Beaucoup plus neutre.
Et enfin, l'autre truc, c'est qu'ici, je trouve que la personne peut penser pour les autres, répondre pour son équipe. Mais moi, je veux ton opinion, ton avis à toi. Et donc, on renforce ça avec « Je pense que la couverture de code est un indicateur pertinent de la performance de votre équipe. » Toujours l'échelle de Likert. Pour information, vous pouvez travailler et vous pouvez débiaiser les questions avec l'IA. Attention, des fois, elle a tendance à sortir de l'objectif que vous vouliez à la base. Mais ça se fait bien en ligne des itérations. Vous avez déjà quelque chose qui commence à être à peu près... Kevin a le résultat du formulaire assez rapidement. Je vous rappelle, ils sont que 5 dans l'équipe. Et voici les résultats. Ils sont unanimes, hein. C'est pas du tout pertinent. Mais Kevin, il peut pas arriver avec ces chiffres. Hein. Et en fait, c'est là où le champ libre d'expression devient intéressant. Parce qu'en fait, en récoltant l'avis des 5 personnes, ils sont quasiment tous d'accord sur le fait que le code est non modulaire, le langage est obsolète, et surtout que l'intégration des tests devient très importante. Et ça, Kevin, il a des arguments très forts qui ne sont pas inventés par lui, mais de l'ensemble de son équipe. Ils sont 5 à dire ça. Alors Kevin, avec tout ça, ils sont pressés de le partager à son manager. Allez, on y va, cher monsieur Dark. Suite à votre demande de KPI, je vous envoie ce mail pour vous faire un méthode avancé. Alors Kevin, il est intelligent. Il a compris la technique de sandwich. Il va le dire. Nous avons réussi à établir des métriques de performance collective. Je vous invite à consulter le document aux pièces jointes. Cependant, garniture, concernant la couverture de code, nous sommes bloqués à 58% à cause d'eux. Et là, quel bonheur pour lui de pouvoir mettre des arguments issus du terrain, des choses observables. Et surtout, il n'est pas le seul à le dire, ils sont simples. Dernière couche de pain. Enfin, vous serez ravis d'apprendre que nous mesurons déjà les 2 Dorametrix. Une automatisation est en cours. Bisous. Oh. 2 heures après, il reçoit une réponse de son manager. Ils sont prêts à aller. Cher Phil, merci pour ton retour, ton investissement pour Backside en temporisé précieux. Ta couverture de code est bien loin des objectifs fixés, 80%. Bam. Concernant, donc ça ne sera pas entendu par la hiérarchie, et on peut mettre par contre en évidence la mesure de tes Dorametrix et comment tu peux les améliorer. À peine les mesure-t-il, on lui demande déjà de les améliorer. C'est dur à encaisser, sûrement. Et concernant ta stratégie de mesure, j'ai pas bien compris, il faudra m'expliquer. En tout cas, nous te remercions pour tous les efforts fournis. Ça, pour l'avoir déjà vu et vécu, c'est dur, sûrement. Parce qu'en fait, Kevin, dans quoi il baignait précédemment, avoir tout construit avec ça avec Kevin, dans l'effet Ikea, vous savez, quand vous construisez votre meuble, il penche un peu, mais vous êtes fiers, c'est votre meuble. Et là, il y a une personne qui arrive qui dit, il reste des clous par terre et ça penche. Peut-être que tu revois. En fait, sur le moment, l'ego, on prend un discours, hein, l'effet Ikea se brise. Et dans cette situation, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, il faut comprendre que la personne qui est votre manager, il doit annoncer des mauvaises nouvelles à sa hiérarchie. C'est pas évident pour cette personnalité. Et deuxième point, le rôle du manager, c'est de faire tourner un système et potentiellement aussi de challenger. C'est pour ça qu'il est payé. Et donc le fait de dire comment tu peux les améliorer fait partie également de son rôle. Et sur le moment, c'est un peu dur à encaisser potentiellement. Mais vous savez quoi, la vie est bien faite. Et par moments, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas qui vont nous aider et qui vont arranger les choses. 2 jours après, à la machine à café, elle boit beaucoup de café dans cette entreprise, et son manager vient le voir et lui dit, écoute, ok, t'es bloqué à 58%, par contre, tu mets en évidence un vrai problème. Ce que ne sait pas Kevin, c'est que Eileen, elle a envoyé le formulaire à l'ensemble des équipes de l'organisation. Pas une seule équipe, mais à 3, 4, 5, 10 équipes. Et elle n'a pas récolté l'avis de 5 personnes, mais elle a récolté l'avis de 10, 20, 30, 50, 60 personnes. Et, pour l'avoir déjà vu et vécu, quand il y a plus de 70%, même un peu moins de personnes qui répondent de manière unanime que le problème c'est ça, ben en fait, par effet de masse, on arrive à convaincre le management, et lui-même, il arrive à convaincre sa hiérarchie d'investir sur ces comptes-là. Par effet de masse. C'est un biais de généralisation, je sais, et ça marche très bien. Deuxième chose, sur les Dorametrix, on peut faire ça aussi à l'échelle. Le management essaie de voir plus large. Et il comprend que la solution de Kevin est quand même rapide et efficace. Et là, il dit, bah, écoute, je voudrais valoriser ta solution, on peut la mettre à l'échelle. Et Kevin dit, bah oui, techniquement, c'est facile. Valorisation du travail. Et enfin, concernant la stratégie de mesure,
tu mets en évidence une dynamique, je vais te supplier. On ne peut pas demander à une personne qui fait du management d'avoir la même culture technique qu'un leader dev et la même culture qu'une élite. Ce qui fait foi, et je vous rappelle ce qu'il y avait au début de cette histoire, c'est le mandat, cette confiance qu'ils ont entre eux. Il connaît les compétences des deux personnes, il leur fait confiance. Et au pire, en les laissant faire, il a réussi. On est lundi. Il est 9h. Kevin prend son café, Kevin consulte ses mails. Kevin est soulagé. Cette histoire de KPI, de mise en forme IP, c'est du passé. Il y a un post-it sur la table, il a écrit la chose suivante. Viens boire un café avec moi à 9h30, signé. Ce qu'en tire Kevin de cette histoire, c'est qu'une approche top-down devient doublement efficace lorsqu'elle est complétée par une approche bottom. Qu'est-ce qui s'est passé? On allait chercher de la donnée, voir ce qui se passe et ce qui se passe pas, et surtout, même si on ne le donne pas, et ça c'est un travail que par exemple la Harvard Business Review encourage, c'est de manager son manager. Et donc en fait, ce qu'a fait Kevin ici, c'est de rendre visible les choses du terrain avec de l'argumentation. Mais pour argumenter ça, il lui a fallu des données. On a commencé par des données quantitatives fiables, des chiffres fiables, pas des indicateurs pastèques, attention. Les chiffres n'étant pas suffisants, il a fallu des lettres aussi, des chiffres et des lettres, pour te dire cela, avec des données qualitatives en masse, et je dis bien en masse. Non pas la vie de 5 personnes, mais la vie d'autant de personnes que vous le pouvez, et utiliser l'effet de masse pour convaincre. Et avec tout ça, pour l'avoir déjà vu, ça aide le management à avoir des arguments et potentiellement, je dis bien potentiellement, adapter la stratégie. On promène comme ça à la direction. Donc ce qu'on a vu ici aujourd'hui, c'est que vous avez vu qu'on pouvait dégager des actions observables, mettre en évidence des métriques d'équipe pour mettre en évidence la performance d'une équipe. Également, l'intérêt des formulaires. Il y a d'autres techniques pour récolter des voix, hein. Il y a d'autres techniques, ça en fait partie, il y a des audits, etc. Et ça, c'est une des techniques que j'ai déjà utilisées, qui marche bien. Et enfin, 3 critères pour un KPI, il faut que ça soit clair, pertinent, et surtout que ça fasse sens. Parce qu'un jour ou l'autre, votre manager vous demandera également des KPI, si ce n'est pas déjà le cas. Et que comme Kevin, vous vous demanderez comment démarrer, comment faire. Comme Kevin, vous vous stresserez à devoir atteindre un seuil, en temps et en heure. Et enfin, comme Kevin, peut-être que vous remettrez en cause votre légitimité. Pourquoi veut-il que lance nos yeux? Alors, managez votre manager. Allez de l'avant vers cette personne. Allez récolter l'avis de 5, 10, 20, 30, autant de personnes que vous pouvez. Et surtout, autorisez-vous à challenger les KPI que l'on vous demande. 3 choses à retenir. Intention, attention, émotion. Intention, est-ce que le KPI est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il aligne les personnes? Attention, je fais attention à quoi? À la data qu'il alimente. Et enfin, émotion, ou si vous préférez, énergie. À l'annonce du KPI, est-ce que cela crée une dynamique ou une démotivation? Attention, attention, émotion, énergie. Et peut-être qu'avec tout ça, mesdames et messieurs, on changera peut-être la définition du mot KPI. Et qu'elle ne soit plus Key Performance Indicators, et qu'elle devienne Keep People Interested. Parce que c'est ce qu'il y a de plus en plus. De garder les gens intéressés, de garder les gens impliqués. Et j'espère avoir fait aujourd'hui, de garder les gens inspirés. Merci. Bon, un petit coup avant la question. J'ai oublié de nous présenter. C'est bon. J'ai oublié de me présenter, je ne me présente jamais, donc il faut que tu te présentes, c'est bien. Je suis Geoffrey Graveau, donc je suis coach DevOps, Accelerate et Craft chez Inside, c'était le service. Voilà, nous recherchons nos futurs Eline et Kiddy. Voilà. Donc avec plaisir, on va discuter. Il y a une page qui vous permet de discuter avec moi. Il y a un petit bouton, vous verrez. Vous pouvez échanger sur n'importe quel sujet, que ce soit voilà, autour de l'offre, des offres de recrutement, de missions, ou ce que je fais dans mes activités. Avec grand plaisir, on va discuter. Je suis disponible aujourd'hui jusqu'à 13h, si vous voulez, entre midi et 2, si vous voulez échanger, avec grand plaisir. Je pense qu'on va être juste en termes de temps. On peut prendre de questions. Ah, mais c'est parfait alors. Ben écoutez, allons-y.
Alors je mets quand même les remerciements. Voilà, petite famille, le club SMJ, 3 copains qui m'ont aidé à préparer l'événement. Jérôme Bourgeon, un copain qui m'a aidé à faire toutes les icônes, très belles icônes. Et enfin, ça c'est pour protéger l'événement. Et voilà. Et merci beaucoup. Il y a des questions. Vous avez droit à 2 questions. Ou des remarques, des affirmations, une situation que j'ai vu que j'ai vu que les KPI imposés, ça parle. Bon. Oui, Jérôme. Une question dans la définition des KPI. La spécificité d'un KPI, c'est un seuil qui est défini. Est-ce que ce qui n'a pas été directement évoqué, c'est de fixer que c'est l'ensemble entre management et équipe, que c'est des choses qui étaient l'occasion de constater, de voir et avec quel résultat. Très bonne remarque. Le seul moyen où on a commencé à réajuster et potentiellement les KPI, c'est lorsque, justement, avec de la data, on pouvait les challenger. Mais sinon, en général, j'ai pas vu, dans mon expérience, je n'ai pas vu aujourd'hui de dialogue possible. Aujourd'hui, par exemple, non. Il y a une obsession autour de la couverture de code, le truc classique. Et là, je vois les seuils monter. Oh, il faut 85-90%, mais vous êtes sûr, derrière, quand tu sais que sur 30% du code, il y a des parties critiques uniquement, pourquoi tester pas juste les 30%, ça suffirait peut-être, non. Et après, il y a tout le coût de la maintenance Donc derrière, il faut chercher des arguments constamment pour équilibrer. Celui sur la couverture de code, par exemple, c'est-à-dire, ok, mais le coût de maintenance de vos tests versus le coût des bugs, on en est où à peu près? Donc aujourd'hui, non, j'ai pas vraiment vu, mais le seul truc qui pouvait apaiser un peu, c'est ce genre de choses. Rechercher un peu un équilibre entre l'approche top-down en mettant en évidence les réalités du terrain. Parce que je trouve qu'il y a des visions trop macro sur les... Normalement, ce dialogue, pour moi, l'enjeu est là. C'est complètement le dialogue entre l'équipe. Complètement. Tu peux faire un sandwich, mais Et Jérôme, je crois que tu fais un sujet sur les KPI aujourd'hui. Hein. Demain. Demain. C'est pour ça d'après-midi. Oui. C'est un petit peu c'est un peu à l'inverse du manager qui demande des KPI, c'est qu'il y a une attente sur les équipes qui n'est pas couverte par les KPI, et c'est un petit peu compliqué parce qu'on est objectivé sur certaines choses. Ouais. Donc on a envie de mettre les efforts ici. Ouais. Mais à la fois, il n'y a pas forcément l'envie d'ouvrir cette boîte de Pandore en allant au manager, non, et ben il faut un KPI de plus. Est-ce que tu auras une approche, un avis là-dessus? Pour moi, ouais. Pour moi, la clé, et j'y tiens énormément, c'est la quête de sens. Si tu veux créer une dynamique et un truc, il faut partir par une quête de sens. Pour moi, il faut trouver le truc qui fasse le plus sens pour la majorité des personnes. Donc, c'est-à-dire, c'est un énorme travail. Alors, c'est mon rôle de coach. C'est-à-dire que je prends le DSI si tu veux, dire là, ça va pas, là, de côté équipe, ça va pas. Qu'est-ce qui peut faire sens? En fait, le but, c'est vraiment de faire... J'aime bien cette image, j'étais en train d'écrire un truc sur l'effet mascarade, c'est l'idée de faire cette vague qui remonte vers la montagne. Au lieu de subir du top-down, tu peux faire remonter des trucs comme ça. Pour moi, c'est ça, la quête de sens, c'est la clé. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a aussi du management qui est objectivé sur des trucs très précis, qu'on peut pas challenger et qu'on ne voit pas au niveau équipe en général. Et là, il y a aussi là-dessus où c'est compliqué. Donc, pour moi, je rejoins du coup Jérôme, c'est la possibilité d'établir du dialogue. Évidemment, si tu prends des sociétés où vous êtes 9000, ça va être compliqué versus une start-up, même si ça va vite, il y a potentiellement du dialogue à faire avec la direction. Après, c'est la disponibilité du management et de la direction, quoi. Mais c'est un vrai problème. Déjà, tu parlais d'outils hier, peut-être? Non, je parlais de KPI, là. On est encore? C'était vraiment KPI. Ouais. 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 Oui. Vraiment, dans cette histoire de création des tests. Ouais. Pourquoi? On a beaucoup de développeurs qui en mangent que des fois c'est pas hyper pertinent de mettre autant de couverture des tests et notamment sur des fonctionnalités qui bougent tout le temps. Ouais. En fait, on a du mal à trouver des arguments, notamment les métriques, pour montrer que c'est pas forcément toujours pertinent parce que c'est caché, on va dire, enfin, c'est difficilement quantifiable. Bien sûr. On quantifie le temps qu'on va mettre à l'état, Bien sûr. mais on quantifie pas vraiment l'apport, enfin le bénéfice Bien sûr. que ça donne en fait. Bien sûr.
C'est un vaste sujet qui va rejoindre d'ailleurs des personnes plus qualifiées que moi pour en parler, mais autour des tests. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, il y a une difficulté, c'est de s'aligner correctement sur une stratégie de test et de la respecter. Mais à tous les niveaux. Et je blâme pas, parce que quand on est feature driven, en fait, c'est dur de passer de la qualité. Les équipes sont souvent pressées avec les urgences à gérer. Donc en fait, la definition of done, elle explose. Derrière, tu as les tests, la documentation qui explose. Donc il y a déjà ça. Je pense que déjà, il faut mettre des rythmes soutenus aux équipes. Et se dire, ensuite, ce que vous faites pas en qualité, vous allez le payer dans 2 ans. Aujourd'hui, c'est l'avantage d'Accelerate, c'est que aujourd'hui, c'est une argumentation que personne n'arrive à démonter. Et qui aujourd'hui, l'outil doit la construire en disant, ok. Le but après, c'est de trouver, et je suis désolé pour la réponse, ça va être très général, mais c'est une question de contexte par équipe, contexte de direction et contexte de l'organisation, d'aligner les visions. Il y a derrière, c'est là-dessus. Et il y avait autre chose d'intéressant que je voulais dire, mais je te le dirai plus tard si je m'en souviens. Donc il y a plein de sujets. Il y a ça, faire comprendre que faire que du test, ça coûte trop cher, qu'il faut peut-être couvrir que les parties critiques. Moi, des fois, quand je dis dans votre code, qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui doit jamais péter? Et là, les gens me disent, je sais pas tout. Non, je pense que tu peux couvrir qu'une certaine partie. Et derrière, on est OK et ça passe, en fait. Donc, c'est un peu naviguer dans cette incertitude entre qu'est-ce que je couvre qui protège. Moi, mon approche, c'est de dire qu'est-ce qui est vraiment business risk. Et je couvre mon business risk. Par contre, des petites fonctionnalités par-ci par-là, c'est mon monitoring, mon alerting, les équipes qui vont être capables de pouvoir le détecter rapidement, de réparer rapidement, puis avoir une bonne CI/CD pour pouvoir réparer rapidement. Donc c'est pour moi le sujet il est hyper vaste, ça peut venir un peu partout. Voilà, je comprends. Merci beaucoup. Merci.